Bonjour à celles et ceux qui étaient là hier et qui poursuivent avec nous aujourd'hui. Bienvenue à celles et ceux qui arrivent aujourd'hui pour des raisons diverses et variées. Nous allons aujourd'hui donc poursuivre ce colloque en commençant par une intervention d'Alain d'Alençon, qui est le co-auteur du livre La FSU dans la cour des grands et qui permettra de prendre un peu un recul historique sur l'ensemble de nos débats. Puis, nous aurons une première table ronde ce matin sur féminisme, antiracisme et la nouvelle question sociale au XXIe siècle, qui sera animée par Gérard Astieri. Et cet après-midi, une table ronde sur syndicalisme et politique, qui sera animée par Frédéric Rollet. Avant de commencer, je passe la parole à Valérie Spahi-Malami, du Centre de formation de la FSU. Bonjour à toutes et à tous. Le Centre de formation de la FSU qui vous reçoit en quelque sorte pendant ces 2 jours sous l'égide de l'Institut de recherche est très heureux de vous accueillir dans cette 2e journée du colloque. Le Centre de formation a bientôt 30 ans. Il est la clé de voûte de notre syndicalisme. Accueillir les nouveaux militants et militantes, donner du sens à leur engagement, monter en compétence dans nos tâches syndicales, et ça a été très bien dit hier après-midi, réfléchir à l'avenir. Nous sommes très heureux justement de travailler dans ce colloque avec l'Institut de recherche qui nous permet d'approfondir tous ces points. Bonne journée, bons travaux à toutes et à tous. Merci Valérie. Alain, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Beaucoup de choses ont été dites depuis hier matin. J'essaierai d'éviter les redites en essayant de resserrer l'objectif sur le syndicalisme dans la fonction publique et en particulier la FSU, qui était le sujet de notre livre, le tome 2 de l'histoire de la FSU dans la cour des grands. Je ne procéderai pas, bien sûr, à un résumé de ce livre, mais à une approche historienne, syndicale de ce livre et de la question qui est au centre de nos débats. Voilà. Quelle responsabilité aujourd'hui et demain du syndicalisme pour affronter les enjeux d'un plus jamais ça, pour un autre monde d'après, enjeux à la fois anciens et nouveaux, mais dans un cadre différent de celui du court XXe siècle, c'est-à-dire celui d'un basculement du monde, d'une crise systémique, révélée encore plus par la pandémie, qui nous a surpris. Imprévisible ou prévisible, dira-t-on, après coup. L'avenir, comme le passé, comporte en effet toujours une part d'imprévu et d'imprévisible. Tout est-il possible aujourd'hui, pour le meilleur ou pour le pire? En fait, tout n'est pas possible, dans un sens comme dans un autre, au moins dans un temps court, en raison du poids de l'histoire. Il faut donc penser et agir en tenant compte de l'existant. Or, on ne part pas de rien. Le syndicalisme recèle un potentiel considérable de réflexion, d'expérience, de résistance et d'invention qu'il s'agit d'exploiter. Ce qui ne veut pas dire se contenter de repeindre une vieille devanture dans un centre-ville pour attirer les chalands. Vous me direz, mais à quoi sert l'histoire pour inventer ce futur? Elle est non seulement utile, mais nécessaire pour comprendre où nous en sommes, pourquoi et comment, afin de construire ici et dès maintenant et nous projeter dans l'avenir. Pour tout cela, nous avons besoin d'inventaires contextualisés, de comparaisons dans l'espace et le temps et d'outils conceptualisés et empiriques. Ce que nous essayons de faire dans ce colloque. Mais prenons garde à l'écart entre pratique et instruments pour les pensées qui ne deviennent pas une discordance improductive. En outre, l'histoire, parce qu'elle est école de compréhension des activités des hommes dans le temps et l'espace, est aussi école de tolérance, ainsi qu'outil d'argumentation et de construction de convictions, sans lesquels il n'y a pas de motivé,
c'est un laboratoire actif de notre présent, disait Pierre Rosanvallon. Le sujet de ce colloque est immense. En fait, c'est l'interrogation, le syndicalisme, un modèle en redéfinition? Question que posait déjà Bertrand Jay en 1997 pour le syndicalisme enseignant. Je n'aurai évidemment pas la possibilité ni la prétention de traiter l'ensemble des sujets soulevés. Je partirai d'un constat majeur ouvrant sur 5 interrogations. Le constat majeur. La capacité représentative du syndicalisme est en net recul. Cette notion de capacité représentative est centrale dans notre livre, parce que sans elle, il n'y a pas d'efficacité possible. Nous avons emprunté sa définition à Jean-Marie Pernaut, c'est-à-dire la capacité du syndicalisme à se faire entendre dans l'espace public, à participer au débat dans la cité et au mouvement social pour transformer la société, en étant représentatif du monde du travail et médiateur de ses attentes et besoins. Or, ne nous le cachons pas, la crise du syndicalisme est bien réelle, même si le terme a été instrumentalisé par des adversaires venant d'horizons divers. Elle n'est pas propre à notre pays, mais elle a bien commencé en France au moins dans les années 1980. Elle est mesurable à travers la baisse de la syndicalisation, de la participation aux élections professionnelles, on l'a vu hier. Mais au-delà de ces données chiffrées, nous constatons que le schéma proposé par Jean-Marie Pernaut de la production de la fonction représentative en 4 temps, revendication, production de soutien, négociation, résultat, ne fonctionne plus, comme cela avait pu être le cas dans la décennie 70. Le syndicalisme a perdu de sa centralité dans le système régulé et de sa visibilité dans l'espace public. Pourquoi? Alors, il y a bien sûr les conséquences des méfaits du capitalisme néolibéral, instrumentalisant de nouvelles fonctions des États, le détricotage de l'État social, auquel s'est substitué le concept d'État stratège. Mais aussi, nous l'avons vu, la division accrue du syndicalisme, suivant un processus de décomposition-recomposition. Dans ce cadre, le syndicalisme de transformation sociale, suivant notre conception, est à la recherche d'un nouveau souffle. Et il est minoritaire par rapport à un syndicalisme d'accompagnement réformiste que l'on ne peut cependant ignorer, ni même refuser de mener avec lui des actions communes. Ce syndicalisme de transformation sociale puise ses racines dans la charte d'Amiens de la CGT de 1906. Émancipation du salariat, lutte de classe contre le capitalisme, indépendance syndicale et double besogne. Mais le temps de l'anarcho-syndicalisme d'avant 1914 est passé. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de réactualiser les visées de ce texte, de s'y ressourcer en conciliant l'immédiateté de la réponse syndicale face aux attaques dont le monde du travail est l'objet et la perspective d'un autre monde possible. Or, le syndicalisme est doublement handicapé depuis au moins le début de ce siècle. D'une part, il a mené essentiellement des actions de résistance, souvent éclatées, parfois massives et victorieuses, mais pour préserver des acquis, sans avancée d'ampleur. À cet égard, le mouvement social de 2003 a sans doute marqué la fin d'un cycle, en dépit de la victoire de l'abandon du CPE en 2006. Et hier, Daniel Tartakovsky soulignait également le paradoxe entre des mobilisations peu communes, mais limitées dans leurs effets en raison des difficultés à générer du commun. En même temps, on a navigué à vue, sans perspective politique. La gauche institutionnelle a perdu de sa représentativité, de sa visibilité, de sa crédibilité, abandonnée par les couches populaires. J'ajoute le rôle de la communication, de l'information et des réseaux sociaux dans nos sociétés surmédiatisées, où s'impose l'événement par l'image, le plus souvent anxiogène, appelant la réaction émotive plus que la réflexion. Ne sommes-nous pas d'ailleurs en retard dans ce domaine pour faire face au rouleau compresseur de tous les vecteurs de l'idéologie dominante du néolibéralisme? La question globale
est finalement assez simple à formuler, mais bien complexe à mettre en œuvre. Comment développer, en le ressourçant, un syndicalisme de masse et de lutte, disait-on autrefois, pas replié sur lui-même et pas seulement avant-gardiste. Les syndicats restent considérés comme des remparts, leur besoin se fait toujours sentir, si l'on en croit les sondages, mais comment transfigurer ce besoin pour remonter la pente de la perte de la capacité représentative? D'où 5 sujets d'interrogation sur des questions qui s'enracinent dans notre histoire. Tout d'abord, la professionnalisation et l'institutionnalisation du syndicalisme. Faut-il remettre en cause ces caractéristiques fortes du syndicalisme en France et qui sont les résultats de lutte? Il n'est sans doute pas inutile de les remettre en perspective. La professionnalisation, c'est-à-dire l'identité professionnelle comme base de la création des groupements corporatifs, puis des syndicats. Le fondement du groupement ou du syndicat part en effet du travail, c'est-à-dire concrètement du métier, autant que de la condition salariale. D'où le vieux débat, récurrent depuis la fin du XIXe siècle dans le syndicalisme français, priorité aux bourses ou aux fédérations. Avec son écho dans le syndicalisme enseignant au XXe siècle, syndicats nationaux de métiers ou syndicats unitaires départementaux. Avec son correspondant, fédération d'industrie dans un syndicalisme confédéré ou fédération autonome. La synthèse avait été difficilement faite à la Libération en 1945-46, quand la Fédération générale de l'enseignement CGT est devenue Fédération de l'éducation nationale CGT, actant enfin la reconnaissance des enseignants comme étant des travailleurs, et que les syndicats départementaux cohabitaient avec les syndicats nationaux dont il fallait réduire le nombre. Mais cette synthèse, elle a explosé en 1948, quand la FEN a choisi l'autonomie, et depuis 72 ans maintenant, nous sommes en quête de la réunification ou de l'unification syndicale, tandis que la professionnalisation est demeurée. Jean-Marie Pernaut posait hier la question des fédérations de métiers dans le syndicalisme confédéral et de leur difficulté à s'élargir aux autres formes et lieux de travail, avec la sous-traitance et l'ubérisation. D'une certaine manière, cette question a été posée à la FSU au début de ce siècle, quand elle a décidé d'élargir sa syndicalisation aux 3 versants de la fonction publique pour sortir de l'enfermement de son tropisme d'éducation nationale. Mais il existait d'autres raisons qui entraient en contradiction avec l'objectif de la réunification, puisque c'était sa représentativité légale et son existence qui étaient en jeu. Nous mettons donc en concurrence non seulement avec l'UNSA, mais aussi la CGT et Solidaire. D'où les débats du congrès de 2004, où cet élargissement a été acquis au forceps. Deuxième remarque, on assiste depuis plus d'1 ou 2 décennies au développement de nouvelles pistes de réflexion liées aux pratiques du travail qui devraient être prises en compte en lien avec les pratiques syndicales, voire les travaux de notre chantier de travail de l'Institut de la FSU. La nécessité se fait effectivement sentir de remettre au cœur de nos préoccupations l'émancipation du travail, la libération de l'initiative pour mieux mettre en travail le travail en commun, d'être fier de son travail, de comprendre et de défendre son utilité sociale, ce qui n'invalide donc pas totalement la professionnalisation. Non plus que la revendication corporative, qui n'est pas contradictoire avec l'intérêt général, nous rappelait René Mouriot. Un peu de corporatisme éloigne de l'interprofessionnel, beaucoup en rapproche pour transposer un adage de Jean Jaurès. À condition de ne pas s'engluer dans le corporatisme catégoriel, ni que cela conduise au corporatisme hissé au niveau du fondement essentiel du syndicalisme, en invoquant apolitisme ou visée réformiste. Rappelons aussi la polysémie de ce terme de corporatisme, qui désigna aussi la solution érigée comme un des fondements de la révolution nationale du régime de Vichy.
La charte du travail, c'était à la fois l'abolition de la lutte des classes, mais aussi la modernité technocratique de l'époque. Deuxièmement, et l'institutionnalisation du syndicalisme, qui a fait, entre parenthèses, l'objet d'un colloque de l'IHS-CGT et du laboratoire Triangle de Sophie Bérou à Lyon 2 en novembre 2017, où j'étais intervenu, ainsi que Josiane d'ailleurs. Les syndicalistes s'interrogent sur la finalité de leur présence dans les instances de représentation et de négociation. Serait-il finalement réduit à un enfermement en raison du soi-disant dialogue social, à un syndicalisme intégré au système dominant? Le questionnement n'est pas nouveau. Rappelons-nous en effet le débat entre statutistes et antistatutistes dans la fonction publique sous la Troisième République. Les syndicalistes étaient alors très majoritairement antistatutistes, car prévalait la conception du fonctionnaire aux ordres, sans droit syndical. En fait, était posée la question de la subordination de l'agent public et de son consentement. Le statut général de 1946 a changé cet ordre des choses. Mais les débats sur les fonctions des institutions consultatives paritaires, CTP et CAP, Conseil supérieur, a commencé dès 1946. Or, les lois récentes, dont la loi de transformation de la fonction publique, remet en cause les fondements de cette institutionnalisation. En fait, la mise en cause est bien plus ancienne. Ringardisme du statut de la fonction publique, conservatisme, inadaptation font partie d'une antienne que j'ai entendue depuis mes débuts dans le syndicalisme, et ça remonte. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que depuis la fin du siècle dernier, les gouvernements de droite comme de gauche ont voulu donner la prime au nouveau management, allant de pair avec l'État stratège. On le voit donc, il existe un lien historique entre institutionnalisation et statut de la fonction publique, avec tous ces effets entraînant à l'ensemble du syndicalisme, nous rappelait Daniel Tartakovsky hier, y compris les services publics. Il faut les préserver, les améliorer, les étendre. On a besoin de plus et de mieux de services publics répondant aux besoins sociaux. La réponse a toujours été très claire pour la FSU et auparavant la FEN, et largement aujourd'hui dans le syndicalisme français, surtout avec la pandémie. N'est-ce pas un point commun qui vient sur le devant de la scène, on l'a vu depuis hier, dans tous les domaines sur lesquels on devrait construire encore plus aujourd'hui? Il s'agit donc de revenir à la conception première de l'institutionnalisation de la libération, remise en exergue par la loi de 1983, fondée sur une conception du fonctionnaire citoyen et donc du travailleur citoyen, ce qui serait un moyen de réconcilier deux cultures identifiées après 1968 par Daniel Tartakovsky et Michel Margueraz, opposant à gauche comme à droite les tenants du mode de régulation administré de l'État au courant anti-autoritaire dénonçant hiérarchie, bureaucratie et centralisation. Ce qui implique aussi de revoir des pratiques productrices de bureaucratisation, de militantisme trop réduit à l'expertise, de syndicalisme offrant essentiellement des services, sans opposer ce syndicalisme-là à un syndicalisme de transformation sociale. Ce sont les deux versants complémentaires, indissociables, que la plupart d'entre nous a d'ailleurs pu expérimenter dans la construction de son engagement. Ce qui implique aussi de ne pas faire des élections professionnelles le temps fort de l'activité syndicale, comme la vie politique se trouve cadenassée par l'élection présidentielle, parce que le plus important, c'est d'être sur le podium et si possible sur la marche la plus haute. Deuxième grande interrogation, les structures, elles aussi héritées de notre histoire. Les convergences d'analyse, l'unité d'action, y compris avec d'autres types de groupements pérennes ou éphémères, de collectifs, subsistent-elles? Hier matin, Jean-Marie Pernoud nous a rappelé l'importance du pacte d'unité d'action CGT-CFDT de 1966, mais qui a explosé assez vite. La question des structures n'est donc pas seconde. Elles sont toujours un point de départ, nous rappelait René Mouriot, car elles définissent les choix des bases de l'organisation et de son fonctionnement, mais elles sont aussi un aboutissement, car leur maintien et leurs évolutions illustrent l'adaptation ou non aux épreuves de la lutte syndicale. Jean-Marie Pernoud a bien posé la problématique générale hier, mais sans vraiment aborder un point, c'est-à-dire l'autonomie de la FSU.
une autonomie contrainte, qui reste donc en question, et qui est une question qui ne concerne pas que la FSU finalement. Doit-elle se contenter d'être un trait d'union, comme la FEN avait voulu l'être dans les années 1950-60, mais dans l'objectif du PUM Sud, pour un mouvement syndical uni et démocratique? La FSU n'a pas la prétention d'être le modèle comme la FEN prétendait l'être alors, avec un succès que nous avons connu. En revanche, elle doit aussi s'analyser, s'introspecter, aussi bien pour mesurer ses propres responsabilités dans cet échec de la réunification ou l'unification, qu'en interne pour produire plus de fédéral dans la FSU. Briser le plafond de verre pour la démocratie de genre, question développée dans notre ouvrage. La FSU est riche d'un pluralisme organisé, reposant sur le trépied, syndicats nationaux, sections départementales, tendances, à condition qu'ils fonctionnent bien. Sinon, c'est le blocage, comme nous en avons donné des exemples pendant le moment allègre ou sur la formation des maîtres. Ce qui nous renvoie à la richesse du syndicalisme de métier, à condition d'articuler avec le fédéral et l'intersyndical confédéral. Troisièmement, la question sociale aujourd'hui. Au bout du compte, ces interrogations nous ramènent à ce sujet de fond. Qu'est-ce que la question sociale aujourd'hui? Sans nous perdre dans un débat parfois un peu trop polémique à mon goût sur les fondements de la vérification sociale, de classe, intersectionnalité. Qu'est-ce que le salariat aujourd'hui? Qu'est-ce qui constitue la classe? Qu'est-ce que l'agent public, le fonctionnaire? Au moment de cette grande révolution du monde du travail à l'œuvre depuis maintenant des décennies et qui a été traitée hier dans la première table ronde. Quelle attitude adopter vis-à-vis de l'irruption de nouveaux groupements de masse, contestataires et revendicatifs comme les Gilets jaunes, déterminés, on est là et on ne lâche rien. Ils ont débordé les syndicats en étant asyndicaux plutôt qu'antisyndicaux. Mais pourquoi les convergences n'ont-elles pas été possibles? Alors, il y a la grande question sociale et sociétale. Pas de frontières, bien entendu. L'objectif, c'est de concilier les intérêts particuliers et l'intérêt général. On vise à l'universalité des droits. C'est la pierre angulaire de la démocratie. Démocratie salariale, démocratie sociale, ce sont les maillons indissociables de la démocratie tout court et de la justice sociale. Concrètement, on voit donc bien qu'il faut toujours dépasser la revendication corporative pour élargir à des sujets transversaux unificateurs. D'abord les anciens, sur lesquels notre syndicalisme s'est construit, mais qui sont posés aujourd'hui dans des termes nouveaux. La laïcité, socle de la démocratisation du système de formation, car nous croyons encore à l'émancipation par l'éducation, contre sa marchandisation, la défense de la rémunération salariée, la défense des conditions de travail et d'emploi, du temps de travail, dans la journée, dans l'année, dans la vie, la défense de la santé publique, des services publics, des droits et libertés, de la paix, de la solidarité entre les peuples, contre le racisme et la xénophobie. On revoit bien que toutes ces questions doivent dépasser le cadre des États-nations avec la mondialisation néolibérale. Or, dépassées sont les anciennes organisations internationales qui s'étaient construites dans le cadre de la guerre froide. Mais on peut légitimement s'interroger aujourd'hui sur la nature de la CES et de la CSI, dont la FSU est d'ailleurs toujours absente. À une autre échelle, on a assisté à un certain épuisement de l'altermondialisme, du moins dans les pays les plus riches. Et pourtant, la nécessité de combattre à l'échelle mondiale, planétaire, est là. D'autant que des sujets nouveaux s'imposent. L'écologie, on l'a vu hier, car c'est l'avenir de l'humanité tout entière qui est en jeu. Or, cette lutte pour l'écologie, elle est inséparable du changement de système et de la lutte contre le capitalisme. Et je dirais, c'est variant, c'est mutant. D'autant que le combat pour les droits des femmes, des racisés, des LGTB, de tous les exclus, des migrants et sans-papiers, question qui va être abordée tout à l'heure, s'impose sur la scène publique, sans opposition au combat pour l'universalisme. Alors certes, la FSU n'est pas novice dans ce large camp.
Elle a participé à bien des expériences, des combats depuis sa naissance, pour qu'un autre monde soit possible dans les forums sociaux, aux côtés d'ONG, d'attaques dont elle est partie prenante, mais qui n'ont mis en branle qu'une minorité dans l'action et la réflexion. Ce renouvellement des sujets est inséparable de celui des pratiques syndicales et formes d'action. Pétitions, grèves, manifestations n'ont certes pas épuisé leur vertu dans la mesure où elles rassemblent et sont l'occasion de symbioses inédites. Des formes plus nouvelles ont été mises en œuvre à partir des années 90, grèves reconductibles gérées par les AG et les coordinations, occupation de l'espace public à imitation de mouvements des places. Elles ont cependant eu du mal à s'étendre et à durer, faute peut-être aussi de résultats probants, sauf pour des cas ponctuels, comme des fermetures de classes, de postes, où elles ont gagné. Ou dans l'actualité, l'autre exemple des femmes de ménage d'Ibis qu'on a évoqué hier. Exemples qui sont des encouragements pour les autres, car ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Quatrièmement, de la question sociale dans sa globalité, on en vient au rapport syndicalisme et politique, lui aussi sujet qui n'est pas nouveau. Non pas limité évidemment au rapport des syndicats aux partis, c'est du rapport à la politique qu'il s'agit, c'est-à-dire à la capacité représentative du syndicalisme. Le partage des tâches au XIXe siècle entre syndicats et partis est terminé, certes, mais cette conclusion est un peu simplificatrice, car la courroie de transmission parti-syndicat n'a pas toujours fonctionné à sens unique, loin de là. Ce qui change la donne aujourd'hui, c'est l'épuisement idéologique de la gauche politique pour proposer cette division accrue, de telle sorte qu'il faut parler des gauches, la crise de la démocratie représentative, la perte des repères droite-gauche. Une prise de conscience syndicale a donc émergé dans la décennie 1990, après en France l'épuisement du mitterrandisme et l'écroulement du mur de Berlin, comme par exemple au congrès du SNES de 1991 à Saint-Malo. Pour ne pas laisser la définition de l'intérêt général au seul parti, le syndicalisme devait donc s'en emparer à partir de la satisfaction des besoins sociaux. Cependant, ceux-ci ne sont pas si faciles à définir concrètement pour faire programme et projet commun cohérent. Il faut donc s'efforcer de construire, dans la démocratie et la diversité, pour des synthèses qui ne soient pas molles, parce que limitées. Car personne ne gagnera seul ou contre tous les autres. Imaginer et construire des accords différents du programme du Rassemblement populaire de 1935, du Conseil national de la résistance en 1944, du programme commun de la gauche des années 70, qui avait cependant été puissamment mobilisateur. Il s'agit donc de mobiliser les intelligences et les forces vives du syndicalisme, des associations, des collectifs citoyens, sans oublier les partis et mouvements politiques, pour construire au niveau national, européen et mondial, non pas une pseudo-convergence, mais des alternatives mobilisatrices et porteuses d'avenir. Voilà l'ordre du jour du syndicalisme en commun et l'enjeu. Pour terminer, l'imaginaire et le militantisme. Pour créer les conditions de ces alternatives concrètes à la mobilisation sous l'hégémonie néolibérale, l'imaginaire est donc nécessaire pour donner corps à l'utopie. C'est le carburant d'un moteur. Oh, pardonnez, la formulation de l'image, bien peu écologique, la source d'énergie. La République, la sociale, le socialisme ou le communisme avaient cette vertu, mais ils ont perdu de cette capacité. Attention cependant à la double face de l'utopie à mettre en perspective, qui comporte toujours une part de mémoire et de récit, nécessaire sans doute. Mais cette mémoire plus ou moins mythifiée, facteur d'identité, peut aussi être clivante, porteuse d'un certain patriotisme d'organisation. Ce qui constitue une nation, disait Ernest Renan, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Eh bien, ce n'est plus à l'aune de la nation qu'il faut appliquer la maxime. Un autre monde est possible,
Plus jamais ça, oui, mais les formules sont insuffisantes sans contenu. On ne peut se contenter d'adhésion déclarative à des principes généraux, fussent-ils généreux. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un projet émancipateur concret, porteur d'utopie, qui devra être nouveau pour un avenir partagé et pacifique. Il ne pourra se construire qu'à partir d'une transversalité qui unira les luttes sociales et écologiques, féministes et antiracistes, démocratiques, dans un projet égalitaire et émancipateur. Liberté, solidarité, justice sociale, égalité, mais pas égalité dans le dénuement, ce qui est le lot de l'immense majorité de l'humanité. Dernière réflexion sur un sujet dont on ne parle pas souvent, le militantisme illimitant, le processus de l'engagement. Il faut en effet des femmes et des hommes pour porter et entraîner tout cela. Les idées ne se construisent pas toutes seules et elles n'ont d'intérêt que si elles sont partagées, prennent corps et se traduisent dans des actions. Or, les militantes sont très divers, ont leur identité personnelle aussi, qui s'inscrit dans une trajectoire, sujet sur lequel je travaille beaucoup pour les biographies du Métron. On ne naît pas militant, on le devient, même s'il existe des bases de départ favorisantes et ensuite des circonstances et des expériences favorables. Il faut donc laisser la place aux jeunes, favoriser leur prise de responsabilité, en particulier des femmes, les jeunes issus de l'immigration ou récemment immigrés, pour qu'ils et elles puissent vivre aussi leur vie. Il faut donc faire preuve de pédagogie, non pas leur imposer la reproduction, mais les aider à construire leur savoir, leur conviction, leur engagement. C'est peut-être un des moyens de répondre à la question posée par Daniel Tartakovsky à la fin de son dernier livre, comment partir de la subjectivisation, qui revient à se constituer soi-même en principe de sens, pour revenir ou fonder l'action collective. Je voudrais terminer par une note optimiste. Ne nous installons pas dans le pessimisme, nous exhortait Anicet Le Pors la semaine passée. Il a suffisamment d'expérience et de connaissance de l'histoire du mouvement ouvrier pour savoir que nos prédécesseurs sont passés par bien d'autres épreuves. Exploiter les richesses du possible aujourd'hui et rouvrir le futur avec un projet d'émancipation, telle est bien la tâche prométhéenne du XXe siècle. Le syndicalisme y a sa partition à jouer. C'était la conclusion de notre livre, illustrée par une citation empruntée à Ludivine Bantigny. L'avenir a lui aussi son histoire, qui reste à rêver et à inventer. Merci. Merci beaucoup Alain pour ce remarquable exposé qui, je pense, va éclairer tous les débats de cette journée.